moi, je me sentais squattée. Moi, j'utilise tout le temps ce mot, mais je me sentais squattée, ouais. Et puis surtout un mal-être, quoi. J'avais l'impression qu'il y avait une lutte à l'intérieur de moi. Hello, bienvenue dans la saison 3 du podcast Face au miroir. Ce podcast a été réalisé en coproduction avec 20 minutes. Marjolaine, notre invitée du jour, a été greffée d'un rein. Elle nous raconte ce que ça fait de vivre avec l'organe d'un donneur cadavérique. Marjolaine, bonjour. Bonjour Joanne. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Maintenant, j'ai envie de te poser une question pour commencer directement. Par quoi passe-t-on quand on reçoit d'un donneur cadavérique un rein? C'est toute une histoire et toute une aventure. C'est toute une aventure. Ouais, c'est toute une aventure. C'était compliqué pour moi au début. Déjà rien que l'idée de recevoir un rein. Pour moi, il n'était pas question, et c'était aussi que les débuts, ça se faisait des donneurs vivants. Mais pour moi, c'était trop lourd à porter. Donc du coup, voilà, c'était donneur cadavérique pour moi. Une première greffe, je l'ai refusée. Je dois être une des rares qui a refusé une greffe quand on m'a téléphoné. J'étais pas prête, j'étais juste pas prête. Mais tu étais dans le besoin. Mais j'étais dans le besoin, ouais. Ça faisait 2 ans que j'étais en dialyse et je le sentais pas. Et je fais quand même confiance à mon intuition et du coup j'ai refusé. Wow. Donc voilà, ça fait bizarre dire non. Ouais, ça fait bizarre. Là, c'était particulier. J'imagine. Du coup, ça faisait 2 ans que j'étais en dialyse, donc je suis repartie pour 2 ans de dialyse. Donc la dialyse si tu peux m'expliquer un peu plus. Qui est une technique pour nettoyer le sang à la place du rein. Qui ne fonctionne pas, donc c'est quelque chose de mécanique qui remplace. C'est ça. Dans le système. Ouais. Parce que quand le rein ne fonctionne pas, on ne peut plus uriner, on ne peut plus donc éliminer les liquides du corps, mais pas seulement. Il y a tout le métabolisme basal, tous ces échanges de sels minéraux qui se font plus ou très mal, donc on s'empoisonne petit à petit. Exactement. Donc voilà, la dialyse, elle est là pour pallier ça. Ok. Et si on revient un petit peu en arrière, donc Marjolaine, avant tout ça, donc tu es une jeune fille. J'étais une jeune fille, ouais. Tu es toujours, pour moi. Dans l'âme. J'adore. Mais quels sont quand arrivent tes premiers symptômes? C'est quand que tu découvres que tu aurais peut-être un problème à ce niveau-là? Alors, très jeune, je suis assez sensible. Donc, très jeune, je sentais qu'il y a un truc qui ne fonctionnait pas à l'intérieur de moi. Je sentais comme l'impression que, sans être hypocondriaque, mais de dire il y a un truc qui ne va pas, quoi. J'étais souvent malade, petite, mais bon, voilà. J'avais des cystites, j'avais des trucs comme ça, mais sans que, voilà, ça porte à conséquence. Et puis, plus adulte, j'ai eu quand même des examens. On m'a quand même fait une ponction du rein, justement, pour voir, parce qu'il y avait des symptômes de sang dans l'urine. Mais en fait, ça ne me dérangeait pas pour vivre. Ensuite, ça a été comme si qu'un cas, mais j'ai eu des gros problèmes de tension artérielle. C'est vraiment ça qui est venu en premier. D'accord. Ça veut dire que dans le corps, il y a un système qui s'emballe entre le rein et le cœur. Le rein donne de mauvaises informations au cœur qui s'emballe, qui met la pression. Et puis, c'est un cercle vicieux, en fait. Donc, j'avais la tension très haute. Et ça, t'avais quel âge à ce moment-là? J'étais jeune. J'avais 22. Mais à ce moment-là, tu n'as aucune notion et connaissance de te dire que la cause première est ton rein? Aucune. D'ailleurs, on m'a envoyé chez un cardiologue. C'est bien simple au départ. Ouais. Et puis, je suis tombée enceinte. Et là, ça s'est très, très mal passé au 5e mois, où suite aussi à un choc émotionnel, un décès dans la famille, j'ai ma tension qui est montée, mais montée 210, 108, vraiment très haut. Et là, ils ont tenu encore un petit peu, j'avais des médicaments pour faire baisser cette tension, mais on ne savait toujours pas que c'était les reins. Et vers 7 mois de grossesse, là, ils ont dit non, c'est plus possible, j'avais des saignements de nez. Et en fait, ça se traduit comme ça, le trop plein de tension dans les vaisseaux, ça peut faire sauter des vaisseaux.
Alors, quand c'est dans le nez, ça va, mais quand c'est ailleurs, voilà. tout à fait. Et quand on est enceinte, c'est encore plus embêtant. Tout à fait. Donc, du coup, voilà, c'était illico à l'hôpital et césarienne d'urgence, avec un bébé qui n'était pas... Qui était prématuré? Qui était prématuré, ouais. D'accord. Mais ça s'est bien passé? Alors, ça s'est bien passé, il était très petit, mais il est bien vivant, il a passé le cap. Par contre, je lui ai retransmis mon problème de rein. Donc voilà, ça c'était des symptômes assez importants. Puis après, j'ai commencé à être suivie par un néphrologue parce qu'on s'est aperçu que c'était le rein. C'était le rein. Mais à l'époque, donc c'était dans les années 1985, on ne savait pas. Je n'étais même pas née. Tu vois, si je suis vieille. Hein. Non, alors c'est pas pour vieillir, au contraire. Et du coup, à l'époque, on s'est aperçu que c'était un problème de rein, mais on ne savait pas exactement ce que c'était. Il n'y avait pas de nom pour la maladie. Mais c'est-à-dire que pendant toute cette période-là et tous ces développements de symptômes qui évoluaient chez toi, les médecins te disaient quoi? C'était quoi la cause? C'était quoi le problème si elle n'arrivait pas à mettre le point sur le rein au début? Ils me disaient rien. Ils me disaient que j'étais en train d'avoir un état d'insuffisance rénale qui s'aggravait, mais c'est tout. Il n'y avait pas d'autre explication. Il n'y avait rien de précis. Rien de précis. Alors, j'étais suivie avec des médicaments pour faire baisser la tension. L'idée, c'était vraiment de pouvoir faire baisser la tension pour que le rein arrête de s'emballer, quoi. Mais est-ce que ta sensibilité donc, interne et propre à toi t'étais toujours en questionnement ou tu acceptais le raisonnement des médecins? Est-ce que ça te suffisait, malgré le fait que tu te connaissais si bien? Est-ce que ça me suffisait? Je ne sais rien. Moi, j'étais très en colère. Hein. On dit dans la maladie, il y a plein de phases. Hein. La révolte, la colère. Donc, j'ai passé partout. Hein. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, là, ça c'est sûr. Avec même une phase où j'ai tout jeté mes médicaments à la poubelle parce que j'en avais ras-le-bol. Parce que tu étais prête justement à donner des médicaments que tu j'ai tout jeté. Et puis 2 mois après, je suis retournée chez le médecin en disant « je ne suis pas bien ». Il était bien sympa, il ne m'a pas grondé. Donc voilà. Mais ouais, donc un petit peu, voilà. Mais il n'y avait pas d'explication, effectivement. Il n'y avait pas d'explication. J'ai quand même eu 2 autres enfants après. C'était sous contrôle. La deuxième, ça s'est relativement bien passé. Et là, la dernière, elle avait vraiment un retard de croissance parce que mes reins déclinaient. Et du coup, c'était un tout petit bébé à terme, mais tout petit. Qui arrivait à terme, Qui arrivait à terme, ouais, mais avec 1,4 kg à terme. Je te laisse imaginer la grandeur du bébé. Wow. C'était une poupée, voilà. Et ça, c'était tout ça, c'est à cause des reins. Au fait des reins. Donc, c'est-à-dire qu'après ton premier enfant, tu entreprends des recherches plus approfondies quand même, ou même pas forcément? Alors, des recherches médicales, sûrement pas. D'accord. Mais c'est là que j'ai commencé à bosser sur moi. Et à essayer de comprendre, mais pourquoi c'est pas juste, mais pourquoi je tombe malade, c'est pas normal. Je devrais pas être malade à mon âge. Enfin voilà, des choses de ce style-là. Ouais. Qu'est-ce que tu as entrepris alors, par exemple? Alors, petit à petit, je me suis intéressée à... je faisais déjà un peu de yoga, mais je pense que j'ai approfondi la discipline. Apprendre à se connaître, à aussi essayer de gérer toutes les choses qu'on a avalées et qu'on n'a pas digérées, ou qu'on n'a pas libérées, ou qu'on n'a pas... dont on n'a rien fait. Je dirais que ça passe un petit peu dans ce cheminement-là. Mais c'est un cheminement lent, hein, quand même très lent au départ, j'ai envie de dire. Ouais. Et puis les forces me manquaient aussi. Et puis j'avais quand même, après la naissance de mon 3e enfant, j'avais 3 enfants en bas âge et une fonction rénale qui déclinait. Donc c'était difficile, ouais. C'était difficile, ouais. Et du coup c'était assez rapidement en dialyse après la naissance de mon 3e enfant. Ouais. Mais à quel moment, Marjolaine, on te dit ou tu sais d'où vient ce problème? Du sens, est-ce que c'est génétique? Est-ce que tu n'as pas de chance? À quel moment tu sais que tu as un problème? Alors, potentiellement? Beaucoup plus tard, bien après la naissance de mes enfants. Quand j'ai eu mes enfants, je ne savais absolument pas que c'était une maladie génétique. Ah, tu savais toujours pas? Je savais toujours pas. Non, non. Alors maintenant, je serais bien empruntée de te dire quand j'ai su
que c'était vraiment cette maladie, donc qui s'appelle syndrome d'Alport. J'arrive pas trop bien à dire. Je pense que ça doit être à l'oreille des années 2000, je pense. D'accord. Ouais. Donc, ou peut-être après non. tout ce temps, ouais. Ils ont mis le nom sur la maladie, ouais. Qui était génétique. Génétique, ouais. Et quelle est ta réaction quand tu apprends ça? Quelle est ma réaction? En fait, j'ai envie de dire, je suis même pas sûre que ça m'a soulagée ou que ça a changé quoi que ce soit. Je trouvais juste intéressant que voilà, on mettait un mot sur cette problématique. Mais après, voilà, les choses étaient passées. Je veux dire, est-ce que ça aurait changé quelque chose que je le sache avant? Est-ce que ça aurait changé quelque chose que je le sache après? Je sais pas. Le cheminement et le processus auraient sûrement été le même en soi. C'est ça, je pense. Je pense, ouais. Donc moi, finalement, bon, voilà, c'est bien de le savoir parce que, effectivement, peut-être si je l'avais su avant, peut-être que j'aurais pas eu d'enfant ou ça aurait été surveillé différemment. Ça aurait été sûrement surveillé différemment, très certainement. Donc, c'est-à-dire que, comme tu ne le savais pas, par exemple, quand tu as eu tes enfants, c'est pas quelque chose à laquelle tu aurais pu penser. Non. Et est-ce que tu aurais pu mettre aussi ta vie en danger en ayant des enfants? Est-ce que c'est quelque chose qui était pour toi aussi peut-être un problème, sans le savoir justement, parce que c'était le rein, mais est-ce que tu aurais pu mettre ta vie en danger aussi? Bien sûr, mais la première grossesse, je l'ai mis en danger sans le savoir. C'est sûr, j'aurais pu y passer, le bébé aussi. Hein. Ah oui, ça, c'est carrément. Sûr. Ah oui, une crise d'éclampsie, si c'est pas pris à temps, s'il n'y a pas une césarienne à temps, il y a n'importe quel vaisseau dans le corps peut lâcher. Ça peut être dans le cerveau, ça peut être au niveau du placenta, et là, le bébé ne survit pas. Donc, oui, il y avait des risques. Il y avait des risques, ouais. Mais donc, si génétiquement parlant, ça aurait pu être, on va dire, découvert par la médecine, est-ce que on se dit pas à un moment donné, mais le boulot n'a pas été si bien fait? Est-ce que tu as totalement un recul parce que justement, tu as fait ce travail sur toi et de yoga déjà à ce moment-là que tu peux te dire, bah, au final, je suis bien avec moi-même et j'accepte cette situation, mais on aurait pu quand même me prévenir. Je crois que je suis pas fâchée par rapport à ça du tout. J'ai pas de colère par rapport à ça. C'est comme ça. C'est beau. C'est comme ça. C'est beau. Puis les choses, je dis tout le temps les choses, tout est juste. Tout est juste. Ça devait arriver. C'était comme ça. Moi, ça m'a permis de rebondir sur autre chose, de peut-être d'orienter ma vie dans un sens qu'elle n'aurait pas pris autrement. Si tout avait été tout bien, tout rose. Tout rose, voilà. C'est vrai. Donc, non, je regrette rien. Ce qui ne veut pas dire, comme je t'expliquais tout à l'heure, que j'ai eu des colères parce que j'étais malade, mais c'était plus de la révolte, voilà. On se dit, c'est pas normal d'être malade à 20 ans, quoi. D'être vraiment mal, quoi. Ouais. Tout à fait. Mais non, maintenant, non. Franchement, non. Je suis même pas sûre que je ferais autrement, quoi. Enfin, qui sait? Avec des si, hein. C'est clair, on refait le monde. On refait le monde, ouais. Et quand ton cas s'aggrave, c'est-à-dire c'est à partir de ton troisième enfant, c'est après ça. Mais est-ce que c'est instantané ou ça prend... Non, c'est graduel. C'est graduel. Chez moi, c'était graduel. Il y a des gens chez qui c'est très... Ah oui? La fonction rénale peut presque s'arrêter du jour au lendemain. Ouais. Chez moi, c'était très graduel. Dans le sens qu'il y avait des symptômes d'essoufflement. Ou comme mon sang n'était pas bien nettoyé, je m'essoufflais. Il y avait des choses que j'arrivais plus à faire. Bêtement monter ma corbeille de linge depuis la buanderie. C'était compliqué. C'était compliqué, ouais. Et évidemment, on mange, donc on entre guillemets, empoisonne. Dépendamment de ce qu'on mange, suivant ce qu'on mange, il y a des aliments qui sont plus néfastes ou bénéfiques que d'autres, ouais. Et ça, c'est quelque chose sur lequel tu prends conscience, donc, Alors, pendant la dialyse. Pendant la dialyse. Ouais, là, j'ai eu une diététicienne qui m'a dit, voilà, vous n'avez plus le droit de manger, enfin, vous devez tremper vos légumes pour faire sortir les sels minéraux, ça, vous mangez plus, ça, vous mangez plus, ça, vous mangez plus. Et puis, ben voilà, on reste avec ça. Qu'est-ce que je vais manger? Bon, mais on s'habitue, voilà. Parce que ce qui est vachement intéressant, c'est que tu dis que tu t'empoisonnes. Ça veut dire que tout ce que tu consommes a peut-être aussi un effet sur tes reins? Ben, tout ce que je consommais, alors,
Avant la dialyse, restent à l'intérieur et étaient mal éliminés. Donc, le rein ne faisait pas son travail de nettoyage et de régulateur des sels minéraux et tout ça. Et puis, pendant la dialyse, il faut veiller à ne pas prendre trop de poids entre les dialyses, vu qu'il n'y a plus d'urine. Il faut vraiment faire attention de ne pas se remplir d'eau. Donc, je buvais pratiquement plus. Parce que déjà dans les aliments, il y a du liquide. Et tout ce qui entre reste. Et quand on est en dialyse, ça sort quand on fait la dialyse. Donc, entre les jours où on ne fait pas la dialyse, il faut faire attention, quoi. Donc, tout ça n'implique pas des gens qui ont des reins normaux, on va dire, Non. qui fonctionnent. Non. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire que malgré... Est-ce qu'on peut s'empoisonner à petite dose? Même le fait d'avoir des reins qui fonctionnent avec ce qu'on consomme ou des choses comme ça, prendre du poids, perdre de poids, ou est-ce que... Non, moi je pense qu'un rein qui fonctionne bien, là il faudrait demander à un néphrologue, mais un rein qui fonctionne bien, il élimine, c'est-à-dire il fait l'équilibre acido-basique, il fait l'équilibre, il filtre le sang, il n'y a pas de souci. Après, évidemment, on est d'accord, hein, les excès, c'est jamais bon. Mais bon, si on fait un excès une fois, c'est pas grave, le rein, il va gérer. Tout à fait. Hein? Tout à fait. Mais par contre, si c'est répété, c'est sûr, ça va quand même lui demander des efforts. Quoi. Ouais. Et donc toi, dans cette dialyse, dans cette prise de conscience, tu es plutôt passagère de ce qui se passe ou tu es une personne impliquée? Complètement impliquée dans la dialyse. Oui, complètement. Parce qu'à l'époque, et je le regrette maintenant, il me semble que ça n'existe plus, je faisais une dialyse autonome. Ça veut dire, je préparais ma machine, je préparais les bidons, enfin voilà, je te passe les détails, c'est des grosses machines avec des tubulures qu'il faut passer par tout un petit circuit. D'accord. Et ça, j'ai appris à faire au CHUV, et j'ai appris à me piquer. Aussi. Donc je me piquais moi-même. Donc tu n'avais plus besoin de... Alors j'avais besoin de l'infirmière, si, parce qu'il y a quand même un bras qui est immobilisé. Alors je peux piquer, mais après je ne peux plus scotcher les aiguilles. Okay. Donc là, il y a quand même toujours, et puis il y a une infirmière pour surveiller, hein, parce qu'on peut avoir des chutes de tension pendant la dialyse, il peut y avoir des choses qui se passent comme ça. Mais ce que j'ai aimé, c'est d'être partie prenante de mon traitement, et je trouve que ça, c'est bien. Et c'est dommage. Maintenant, c'est dommage. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes âgées aussi, peut-être qu'elles ne pourraient pas y arriver, mais je trouve, en tout cas, en ayant été plus jeune, je trouve que je prenais vraiment partie à ce qui se passait. Ouais. D'accord. Et ça se passe à l'hôpital ou Ça se passait à l'hôpital. Moi, je n'ai pas voulu à la maison. Ouais. Tu aurais pu le faire à la maison? Ouais, il faut une pièce exprès pour ça. C'est compliqué. Ou alors, maintenant, il y a la possibilité... Déjà, à l'époque, il y avait la possibilité de la... Ça, c'était l'hémodialyse que j'ai fait. Et il y a les dialyses péritonéales, qui sont des dialyses où on entre un liquide dans la cavité du péritoine, donc la poche qui entoure les organes. Oui. Et ce liquide reste là, je crois, c'est toutes les 12 heures qu'il faut changer, il me semble, je ne vais pas dire de bêtises. Et les échanges se font avec la membrane du péritoine, qui fait office de rein. Qui fait office de rein c'est ça, enfin de filtre. Ouais. D'accord. Et donc, une dialyse dure combien de temps en soi? Alors, une hémodialyse, elle dure... à l'époque, je faisais 3h30, mais bon... Joanne, je suis aussi un cas à part, parce que j'ai fait des pieds et des mains pour faire que 2 jours par semaine, parce que moi, mes enfants étaient petits et je voulais être vraiment véreux. Mais c'est 3 fois normalement. 3 fois par semaine? Oui, c'est 3 fois par semaine. Et combien de temps? Alors, en général, je pense 3 heures, 3h30. Et tu avais 3 enfants? Et moi, j'avais 3 petits-enfants. Et du coup, j'ai voulu faire que 2 fois par semaine. J'ai eu une chance incroyable, on m'a laissé. Mais je faisais attention à mon régime, donc les valeurs, parce que c'est ça qui fait foi, les valeurs étaient OK. Donc j'y suis allée comme ça, avec 2 fois par semaine. Mais je crois que ça n'existe plus. Waouh. Donc voilà. Waouh. Donc c'est comme quoi la discipline est très très importante. Je pense, ouais. Puis la motivation. La motivation. La motivation. Moi je pense que c'est ça aussi, la motivation. Tu avais tes petits en plus. J'avais mes petits en plus, ouais. Bon, un venait, la petite, elle avait 4 ans quand j'ai commencé, donc elle était vraiment petite. Et les autres, 4, 6, 8, voilà. 6, 8. 4, 6, 8. Et comment tu gères ça? Parce que dialyse, enfant, un stress psychologique, mental sur ton corps qui se passe, est-ce que
tu as une aide, tu as un soutien, tu as quelqu'un qui... Oui, j'ai eu de l'aide. D'accord. Ouais, j'ai eu de l'aide. J'ai eu mes parents à un moment donné, mais à cette époque-là, vu que c'est une maladie génétique que j'ai, mon papa a commencé aussi à avoir des soucis de reins. Ah. Donc, du coup, ça a été un moment avec eux. Et puis après, c'était les enfants allaient déjeuner. J'ai organisé toutes mes dialyses en fonction des enfants qui allaient à l'école. Donc, je les posais chacun. Comment est-ce que ça allait? J'ai un petit peu oublié. Hein. Ça fait un petit moment. Il y a eu non, plusieurs c'est phases. Il y a fait un petit moment, ouais. Alors, ils allaient, au tout début, ils allaient chez mes parents. Ensuite, ils allaient chez des copains. J'ai eu vraiment, il y a eu des mamans, des familles qui ont vraiment accueilli mes enfants pour le petit déjeuner, un copain d'école, un allait là, l'autre là, et la petite encore chez mes parents. Puis ensuite, ils étaient un petit peu plus grands, et j'avais une voisine qui a fait office de grand-maman, une grand-maman en plus, qui les prenait pour déjeuner puis qui les envoyait à l'école. Voilà. Donc tu t'en sortais comme ça? Donc je m'en sortais comme ça, ouais. D'accord. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu as une aide psychologique, par exemple, de voir quelqu'un avec qui tu discutes de tout ça ou rien. On m'a jamais rien proposé, j'ai rien demandé, je me suis débrouillée toute seule. Même à l'hôpital? C'est ça, j'en ai parlé. Après, j'ai dit, il n'y a pas d'aide. Il y a des aides un peu pour les greffés du cœur, je crois. Ouais. Mais pour le rein, nada, rien du tout. Bon, la dialyse était avant la greffe. Alors, la dialyse était avant la greffe, ouais. Et il y a un point que je trouvais vachement intéressant. Tu m'as dit, mon papa est tombé malade du rein aussi. Ouais, aussi. Mais à ce moment-là, vous saviez que c'était génétique ou pas? Non. C'est-à-dire qu'on se dit, c'est une coïncidence? Non, on ne savait pas que c'était génétique. Je pense que là, ça commençait à mettre la puce à l'oreille au néphrologue. Et lui, étonnamment, moi, je pense que les grossesses ont été un déclencheur. Pour toi? Et lui a commencé les dialyses aussi, mais ouais, peut-être une petite année après moi, quoi. D'accord. Ouais. Donc, ça veut dire que sans les grossesses, tu aurais pu passer à travers, sans problème? Peut-être. Ouais, je pense, peut-être. Okay. Je ne peux pas affirmer. On ne peut pas assurer, mais peut-être. Peut-être. Les grossesses sont souvent des déclencheurs de choses cachées. Tout à fait. Ouais. Qu'elles soient physiologiques ou psychologiques ou... Ouais. C'est clair. Donc, tu fais que 2 dialyses par semaine, alors normalement tu dois en faire 3. Et ça dure combien de temps? C'est sur combien de temps que tu dois le faire? Alors, en tout, j'ai fait 4 ans. 4 ans de dialyse. 4 Toutes ans. les semaines, 2 fois par semaine. Et il n'y a pas de vacances. Alors, j'allais à Morges après. T'allais à Morges. Ouais, j'allais à Morges. Au début au CHUV, après à Morges. Et il n'y a pas de vacances. Et il n'y a pas de vacances. Ouais. Donc, quand j'allais en vacances, il fallait organiser les dialyses ailleurs, à l'étranger. C'est une organisation. Alors, c'est toute une organisation. Ça, c'est toi qui la prends en compte ou il y a l'hôpital qui... C'est moi qui ai fait. C'est tout toi? Ouais. Bon, après, je mettais en contact, voilà. Et l'hôpital disait indiquait les filtres qu'il fallait mettre, etc. J'ai fait en France et en Allemagne aussi, ouais. Mais est-ce que c'est compliqué à mettre en place en soi ou non, pas trop. Okay. Pas trop. Non. Il faut juste une place qui n'est pas trop loin de l'endroit où on est. Tout à fait. Pour ne pas avoir des kilés à faire. Ouais. Ok. Donc après ces 4 ans, comment tu te sens? Quel est ton ressenti? Après ces 4 ans de dialyse, moi, ça a vraiment été un temps, entre parenthèses, où j'ai énormément lu, où j'ai énormément réfléchi. Oui, vraiment, ça a été un retour sur moi-même pour un petit peu voir ce que je pouvais faire. Et c'était pas une période triste, hein, c'était vraiment pas du tout c'est vrai, c'était pesant. Non, moi j'ai pas pesant du tout. Pas du tout. Non, je l'ai pas vécu comme quelque chose de pesant. Il y avait aussi des infirmières extraordinaires en dialyse, avec qui aussi on a beaucoup parlé. Alors peut-être ça faisait office de psychothérapie, mais en fait c'était pas forcément. Ça pouvait être aussi des conversations tout à fait légères, et rigolotes. Et non, moi, je ne l'ai pas vécu du tout comme quelque chose de très contraignant. D'accord. Non. Mais est-ce qu'à un moment donné dans ce traitement, ou avant ce traitement, est-ce que ta vie est en danger ou pas? Est-ce qu'un rein qui ne fonctionne moins bien ou qui ne fonctionne plus peut être une cause de décès? Alors, si on ne fait rien, oui. Voilà. Bien sûr.
Mais toi, donc, tu avais le traitement? Ah, j'avais le traitement, j'avais la dialyse. Et on t'a jamais dit que tu étais en danger non plus? Alors, non, j'étais pas en danger parce qu'il y avait la dialyse. Parce qu'il y a la dialyse. Parce qu'il y avait la dialyse qui suppléait. D'accord. Ouais. Donc, ça veut dire que tu n'avais pas ce poids non plus de te dire que tes jours étaient peut-être comptés ou... C'est pas comme une greffe de cœur ou de poumon où là, il y a un danger plus proche, hein, quand même beaucoup plus proche, même s'il y a des respirateurs artificiels et tout ça. Mais je dirais, c'est entre guillemets plus confortable. La dialyse permet quand même. Moi, j'ai même appris le surf pendant que j'étais en dialyse. C'est vrai? Je faisais la dialyse le matin, j'allais surfer l'après-midi. Bon, je pourrais plus faire ça, mais voilà. Incroyable. Donc, du coup, voilà, oui, c'est possible. Incroyable. Ouais. Je les supportais bien aussi. Hein. C'est sûr, je pense qu'avec l'âge aussi, peut-être, c'est des fois plus difficile à supporter. On peut avoir mal à la tête. Voilà, justement, je voulais demander, est-ce qu'il y a des effets secondaires ou des choses comme ça? Ouais, il peut y avoir des chutes de tension. Peut-être les gens qui prennent trop d'eau entre 2 dialyses. Comme il faut retirer beaucoup de liquide, ça provoque des crampes, ça peut provoquer aussi des moments où ça retire trop de liquide et on peut peut-être partir dans les pommes. Voilà, il peut y avoir des choses comme ça. Et le liquide se retire comment? C'est-à-dire alors, c'est le processus avec la dialyse. Donc, une dialyse, c'est un rein artificiel. C'est une espèce de gros tube comme ça, avec plein de petits filaments. Oui. Et le rein passe, qu'est-ce que je raconte? Le sang passe dans ces filaments. Et il y a un liquide qui s'appelle le dialysac qui fait justement les échanges, le travail du rein. Voilà. Ouais. Et donc après, ça ressort Après, ça ressort du rein artificiel et ça revient dans ta veine. Mais si tu veux, la dialyse, le sang fait plusieurs fois le tour. Il vient se lessiver, si on peut dire, nettoyer plusieurs fois. D'accord. Donc pendant ces 4 ans, tu as fait ces découvertes sur toi. Donc c'est quoi? Le yoga a commencé là, le surf qu'est-ce que tu as fait encore comme chose intéressante? Non, le yoga, je le faisais depuis plus longtemps, mais je pense que à ce moment-là, j'ai vraiment compris le sens du yoga. Avant, c'était plus... j'étais assez souple de base, donc facile. Hein. D'accord. Et là, il y a quelque chose en profondeur qui s'est installé dans la compréhension du... C'était quoi le sens? Le sens, toute cette philosophie du yoga, de réunion du corps et de l'esprit, de vraiment aller dans la sensation, de sentir comment on est à l'intérieur. D'accord. Et en tout cas, dans mes cours, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de montrer aux gens, enfin de leur faire prendre conscience que c'est vraiment important d'aller dans ce qu'on sent et pas uniquement dans ce qu'on pense, parce que ce qu'on pense, c'est ce qu'on a lu, c'est ce qu'on nous dit, mais de vraiment aller chercher ce qu'on ressent, notre intuition. Parce que notre intuition, c'est pas forcément ce que l'autre pense. Hein. Des fois, on est bombardé par les avis de tout le monde. Et ça, j'ai beaucoup eu besoin de rechercher à l'intérieur de moi pour savoir vraiment ce qui était bon pour moi et pas d'écouter l'avis de tout le monde. Alors, bien sûr, je suis bien obligée d'écouter les médecins quand même. Mais en même temps, voilà, c'est aussi peut-être cette force qui m'a permis de refuser une greffe parce que je ne la sentais pas. Et comme quoi, ton intuition était juste dès le début, en plus. Je pense, oui, puisque je vais bien. Et que tu sentais que tu avais quelque chose qui clochait. C'est ça. C'est fou, quand même. Ouais. Comme quoi, il faut être à l'écoute de son corps. Il faut être à l'écoute, il faut être à l'écoute. Après, c'est toujours la même chose. Et dans le yoga, je l'ai aussi appris, c'est que le mental est très malin. Et des fois, il nous fait croire que c'est l'intuition, mais ça n'est pas l'intuition. C'est vrai. Mais l'intuition, elle a une couleur particulière. C'est impossible à expliquer, mais il y a comme une fulgurance et puis c'est ça, ok. Ça, j'ai entendu tout avant, c'est ça qui est bien. Il ne faut pas que je commence à repartir dans autre chose. Ouais, travers. Ouais. Donc, tu refuses cette greffe? Donc, je la refuse, ouais. Mais pourquoi? Parce que je ne me sentais pas en adéquation avec cette greffe, C'est difficile à expliquer, c'est juste que je ne la sentais pas. Parce que les médecins la revendiquaient, eux. Eux, de toute façon, pour eux, ils avaient un rein compatible avec moi, c'est clair. C'est clair, on ne va pas te refiler un rein qui... Ça, c'est très important. C'est très important. Donc non, toutes les conditions étaient remplies. Et quand on parle de la compatibilité... Compatibilité. Exactement.
compatibilité du rein, c'est-à-dire on parle de... C'est quoi les critères? Ça doit être... Il y a plusieurs critères. Je ne vais pas dire de bêtises. On croit tout le temps qu'il y a au niveau du groupe sanguin. Voilà, mais je pense que ça va plus loin que ça encore. Ça va beaucoup plus... C'est plutôt au niveau de l'HLA, du corps, il faut que ça soit le plus proche possible. Mais là, il faudrait vraiment demander à un spécialiste pour expliquer vraiment très, très bien. Parce que... Mais ce n'est pas forcément une histoire... C'est pas que le sang. C'est pas que le sang. Tout à fait. Non. C'est l'ADN. C'est ça. Notre ADN, il ne va jamais accepter un ADN qui n'est pas le sien. D'où aussi l'obligation de prendre des médicaments à vie. On en reviendra sur ça. On reviendra sur ça. Donc, c'est un autre ADN, même s'il est de la famille, si c'est un donneur vivant, où là, il y a peut-être plus de compatibilité. Tout à fait. Hein, mais voilà, bon, après, moi, je l'ai refusé parce que c'est difficile à expliquer. Ça, c'est vraiment l'intuition, fulgurance qui dit non, le fais pas, c'est pas juste. C'est pas juste maintenant. C'est pas juste maintenant. C'est pas juste maintenant, ouais. Et donc, quand tu refuses, tu continues à faire des dialyses ou plus? Ah bah oui. Donc, voilà. Donc oui. Non, on va pas te dire, ah, vous ne voulez pas la greffe, donc alors c'est fini. Non. Donc, tu continues. Donc, je continue la dialyse, ouais. Mais le fait, si tu avais accepté cette grève, tu aurais pu arrêter la dialyse, par contre. Tout à fait. Donc, toi, tu n'étais pas prête. C'est pas que j'étais pas prête à arrêter la dialyse. Non, c'est pas que Ah ouais, d'accord. Non, que tu n'étais pas prête à accepter ce rein, mais qui impliquait de continuer à faire des soins. Bien sûr. Toutes les semaines, pendant 2 fois par semaine, avec les enfants et tout ça. Donc c'est ça, en fait, tu étais prête à t'impliquer encore tout ça, au lieu de me dire, non, je fais mon opération et puis je suis tranquille. Ouais. Waouh. Mais je sais, dans ma tête, c'était le brouillard. Hein, là. Mais purée, tu sens ça, mais alors, mais t'es folle. Et d'ailleurs, dans la famille, peu de personnes ont compris. Je pense qu'il te poussait plus à le faire à la greffe. Bien sûr. De l'extérieur, c'est incompréhensible. C'était plus simple. Bah ouais, c'est clair. Et c'est difficile d'expliquer aux autres que non, c'est pas bien pour moi pour l'instant, quoi. Et les médecins le prennent comment, ça, ce rejet? Alors, en fait, à l'époque, il n'y avait pas tellement de Natel, donc c'était, il fallait appeler par fixe et tout ça. Donc, c'était un assistant que je pense qui m'avait appelé parce que je ne le connaissais pas, le nom ne me disait rien. Puis j'ai dit non. Il y a eu un grand silence au bout du fil. Et puis, il a dit, mais vous êtes sûre? J'ai dit, oui, je suis très sûre. Et puis, quart d'heure après, j'ai eu le chef de clinique qui m'a rappelé, qui m'a touillé un petit moment, comme on dit, pour voir pourquoi elle ne veut pas. Puis, je lui ai dit, écoutez, c'est pas que j'ai peur de l'opération, c'est pas ça, je ne suis pas prête, je ne peux pas vous en dire. Il m'a dit, c'est OK. De toute façon, il y a quelqu'un d'autre, hein, je veux dire. C'est une liste d'attente. C'est une liste d'attente, voilà, ouais. Donc, le rein n'était pas perdu, hein. Mais il a quand même voulu savoir, ouais. D'accord. Mais il a senti que c'était OK, que je n'étais pas en train de faire une crise d'hystérie parce que j'avais peur d'aller à l'hôpital ou quelque chose comme ça. OK. Ouais. Et donc, dans le cheminement des choses, dans l'évolution, tu reviens sur ta décision. Pour quelle raison? Alors, en fait, j'ai continué la dialyse. Évidemment, ça m'a bien interrogée. C'est mon refus aussi. Et je suis allée écouter des conférences aussi. Je me souviens d'une conférence d'un anthropologue qui parlait de cannibalisme. What? Et je trouvais assez intéressant. Mais justement, il faisait le parallèle avec les greffes d'organes parce qu'en fait, on a un petit bout de quelqu'un d'autre à l'intérieur de soi. C'est pas anodin quand même. C'est clair. Et je me souviens que j'avais été écouter sa conférence. C'était vraiment intéressant. Et puis, j'ai continué mon petit cheminement intérieur pour accepter ça. Et quand j'ai été prête, j'ai dit au médecin, bon, vous pouvez me remettre sur la liste maintenant. Mais c'était quoi l'élément déclencheur? Est-ce que tu pourrais le dire? Non, je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire, non. C'est nouveau cette intuition. C'est nouveau cette intuition. Et puis, j'avais besoin de plus de temps. Je crois que j'avais besoin de plus de temps pour accepter d'avoir un morceau de quelqu'un qui est mort quand même. C'est pas anodin. C'est pas anodin. D'avoir un petit morceau de quelqu'un qui est mort et que son rein allait continuer à vivre à l'intérieur de moi. Enfin, je veux dire, il y a tout un cheminement quand même. C'est clair.
Et donc, ça veut dire que donc, ouais, ton premier refus était plutôt basé sur le fait de ne pas être prête à accepter le rein de quelqu'un qui était décédé, en fait. Je pense qu'il y avait de ça. Il y avait de ça Ouais, il y aussi, avait de hein. ça. Peut-être peur de l'inconnu, peur de... Il y a des T'avais pas assez médicaments d'informations. après. Voilà, Ouais, c'est... J'étais pas prête. d'accord, Ouais, j'étais pas d'accord. prête. Ouais, ouais, Et après, tu complètement. reviens sur cette décision, une cause d'intuition. Et là, donc, tu rappelles le médecin. Donc là, ben, en fait, le médecin, je le voyais assez régulièrement. Donc la fois suivante où je l'ai vu, je lui ai dit, vous pouvez me remettre sur la greffe, sur la liste Mhm. de greffe. Je suis prête. Mais Et là, j'étais prête. là, tu étais prête. Là, j'étais Mais prête. pendant ton refus, est-ce que quand tu allais justement voir le médecin, il essayait quand même de te dire, mais Marjolaine, pensez quand même à revoir votre position parce que vous avez quand même besoin. Est-ce qu'il y avait quand même Non, ce travail ou pas du tout? C'était non, accepté et ils ont c'était mis de côté. accepté. Ouais. J'ai dit, j'ai dit, retirez-moi de la liste. Mhm. Je suis pas prête. Mais en fait, je pense que j'ai pris conscience là que j'étais pas prête. D'accord. Je pensais pas que ça arrivait si vite aussi, Ok. Ok. le rein. Et du coup, ils m'ont retiré de la liste, puis ils m'ont dit, ben, quand vous êtes prête, vous Vous le dites. faites. Ouais. Et donc, Et ça n'a pas duré longtemps. ça a duré Ça a combien de duré temps? 9 mois. À 9 mois. 9 mois après que je me suis remise sur la liste, hop, j'ai eu un rein. Et donc, par contre, la transition entre le refus et ton retour sur la liste, c'est quoi? 2 ans? Alors, mon T'as pris- refus, ouais, alors entre mon refus Entre et ton puis l'autre refus et ton greffe, retour, de sens où tu de retour demandes sur la sur la liste. liste, je pense que c'était un petit peu plus qu'une Une année. année. Ok. Ouais, Ok. un petit peu plus qu'une année. Une année, ouais. Une année et des poussières, ouais. Et donc, 9 mois Et après 9 ton mois retour, après, j'ai été appelée pour une greffe. Et là, j'ai senti que c'était juste, je flottais. C'était irréel, un moment vraiment c'est vrai. particulier, ouais. Ouais. Donc là, tu as cet Magnifique. appel qui arrive. Ah, On te magnifique. Moi, dit, j'étais toute joie. Enfin, j'étais vraiment... ouais, c'est assez extraordinaire de dire ça, mais j'étais toute joyeuse. Je suis arrivée, puis je me souviens, l'infirmière, parce qu'il faut faire encore une dialyse avant de se faire greffer pour que tout soit bien en ordre. Faire des radios aussi pour voir où ils vont mettre le rein. Donc ça se met... On n'enlève pas du tout les anciens reins. ah non? Ah non, 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 non. Ah non? On le met dans la fosse iliaque. Il y a une petite place exprès pour ça. Donc dans l'os iliaque qui fait un petit creux, on le met là. Moi, j'ai le rein là. Les autres, ils ne les ont pas touchés. Parce que c'est quoi la taille d'un rein, tu sais à peu près, si tu veux Ouais, me c'est dire? 20 centimètres, ça doit être ça à peu près. C'est comme ça, tout petit. C'est Ok. petit, comme un gros Tout petit, haricot. un gros haricot. Ouais. Donc on t'a mis un autre On haricot, m'a mis un autre haricot, pas à la même place. mais Voilà, ouais. ok. Ouais. Et l'opération dure combien de temps? À peu près 2 heures et demie, je pense. 2 heures et demie. Mhm, mhm. Donc tu sors de tout ça. Et je sors de tout ça. Alors, repas sont... C'est pas facile hein, d'avoir un rein. Enfin, après, il y a des gens qui sont... Moi, je suis assez sensible, donc il y a quand même... Moi, je sentais beaucoup des influences de ce rein, quoi. Parce qu'on Des peut faire des rejets, énergies. non, aussi? On peut faire des rejets aussi, oui. T'en as Ouais. fait? J'en ai fait un tout de suite. Oh, tout de suite. Instantané. Pas instantané. Je suis sortie de l'hôpital, je crois 3 jours après, depuis que j'étais... Je suis restée, quoi, 15 jours à l'hôpital. Je suis restée un peu plus longtemps. Au bout d'une semaine, ils voulaient me rentrer. J'ai dit, mais moi, je peux rentrer. J'ai 3 petits-enfants, ça va pas aller. Hein. Et puis, ils m'ont gardée. Je suis ressortie. Et je pense une petite semaine après, je faisais un rejet. Et c'est quoi? Comment on sait qu'on fait un Ben, on rejet? se sent pas bien. Hein. Ah, moi, je me sentais squattée. Moi, j'utilise tout en ce moment, mais je me sentais squattée. C'est vrai? Ouais, ouais. Est-ce Et qu'on j'ai a... commencé à avoir un peu de fièvre aussi. Voilà. Est-ce Voilà, qu'on a des choses comme ça, symptômes ouais. plus importants, de la fièvre, des choses comme Il y a un ça? peu de fièvre, ouais. Et puis surtout un mal-être, quoi. J'ai l'impression qu'il y a une lutte à l'intérieur de moi, quoi. Quelque Ça, chose je qui le tournait sentais pas bien. rond, quoi. Pardon? Ouais. Quelque chose qui ne tournait pas rond, en Quelque fait. chose qui tournait pas rond, ouais. Ça, j'ai senti, ouais. Je sais comment... Et du coup, tu vois, on parlait de sensations, de Oui. vraiment aller dans ces sensations. Oui. Et moi, j'ai beaucoup été dans ces sensations. Du coup, je sais quand ça va pas bien. Et je sais comment on sait quand on fait un rejet. Donc, si ça doit m'arriver une fois, je le saurais tout de suite. Waouh. Et ça, voilà, depuis, je touche du bois, hein, mais plus rien. Donc, j'ai fait ce rejet. Et là, on te shoote vraiment avec la cortisone. Quand je dis shooter, c'est shooter. Hein. Quand tu retournes à l'hôpital, c'est cortisone Alors, direct. cortisone à dose de cheval, mais ils ne te gardent pas. Hein, tu dois rentrer à la maison. Donc, Ah oui? ah, alors, du coup, il fallait que quelqu'un conduise. Moi, je ne pouvais plus conduire. Je voyais trouble. La cortisone, c'est un hyperglycémiant. Mhm. Ça te fait prendre des kilos Mhm. d'eau. Tu as une tête toute ronde, comme une lune. Et puis, tu n'es pas bien, quoi. Parce que tu prends de l'eau partout, de partout, de partout.
Donc ça, c'est toi qui reviens à l'hôpital, on te fout de la cortisone, on te donne la cortisone et tu rentres chez toi. Et tu rentres chez toi. Puis on fait ça plusieurs jours de suite, jusqu'à ce que le rejet soit enrayé. Mais là, j'ai un peu oublié le nombre de jours. Tu me fais revenir dans des souvenirs incroyables. C'est beau quand même. J'y pensais plus, hein. C'est beau, c'est beau. C'est tout le, tu sais, c'est tout le concept de ce podcast. Et du coup, ben voilà, le rejet était enrayé, mais mon rein ne fonctionnait pas très bien. Et je savais que j'avais un problème privé à régler et j'arrivais pas à faire le pas. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais à un moment donné, j'ai pris le taureau par les cornes. J'ai dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Donc, j'ai fait ce que je devais faire pour régler ce problème. Tu ne vas pas me croire, mon rein s'est mis à fonctionner. Nickel. Et ça, je me souviens, c'était en fin de journée que j'ai pris la décision. Et le matin même, j'avais dû aller faire une scintigraphie pour voir comment fonctionnait le rein. Il ne fonctionnait pas très bien. Il ne fonctionnait pas comme il voulait. Il fonctionnait, mais pas terrible. Et j'ai pris cette décision quand même assez importante pour ma vie. Enfin, pour la suite de ma vie. Et là, j'ai presque senti à l'intérieur, clic. J'exagère. Il y a eu quelque chose qui s'est passé intérieurement. Pendant la nuit, comme j'avais ces shoots de cortisone qui avaient quand même m'avaient mis beaucoup d'eau dans le corps, je pense que j'ai perdu 11 kilos en une nuit. J'ai été faire pipi toute la nuit. Wow. Et le matin, j'ai fait la scintigraphie. Le médecin il m'a dit, c'est parfait, je ne comprends pas. J'ai rien dit parce que, voilà quoi. Donc, il y a des choses, on se bloque. Là, j'ai appris qu'on pouvait se bloquer intérieurement, énergétiquement probablement. Et puis qu'on pouvait vraiment se faire du mal, quoi. Mais qu'on peut aussi le débloquer en Mais qu'on peut aussi le débloquer en allant un peu par-delà nos réticences et aller à l'encontre des choses qui font peur. C'est ça, exactement. Waouh. Waouh. Donc ce rein, aujourd'hui? Il va super bien. Et depuis, plus de rejet, plus rien. Pas une infection urinaire, rien du tout. Plus rien. Plus rien. Par contre, tu dois prendre des médicaments? Par contre, je dois prendre des médicaments toutes les 12 heures. Et ça, c'est jusqu'à la fin de tes jours? Ouais. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est des anti-rejets et si je les arrête, il y a un risque de rejet. C'est même sûr et certain. Donc en fait, donc c'est pas totalement accepté sans médicaments. Sans médicaments, c'est jamais accepté. Mais ça, c'est pour tout le monde? C'est pour tout le monde. Sauf si tu as la chance d'avoir un jumeau et puis qu'il te passe un rein. Ça marche. Entre vrais jumeaux. D'accord. Ouais. Et ces médicaments n'ont aucun effet secondaire ou aucune contrainte sur ta vie aujourd'hui? Ou des choses qui ont plein d'effets secondaires, mais tu fais avec. Je fais avec. Et puis, en fait, ça va. Là, je prends un médicament qui est quand même ancien. Il y a des nouvelles générations d'anti-rejets. Mais moi, ça marche tellement bien qu'on ne touche plus. Hein. D'accord. Mais c'est toxique pour le rein et le foie à long terme. Ah oui. Mais en même temps, t'es obligé. Voilà, ça va, je suis obligée. Ouais, ça va très bien. Puis, de toute façon, je pense qu'avec ton énergie, tu arrives à... C'est ça. Je voulais pas le dire. Hein, t'arrives à... Faut faire ce qu'il faut faire. Et tu es toujours suivie? Et je suis toujours suivie, tous les 6 mois. Ouais. Tous les 6 mois. Là aussi, j'ai décidé que tous les 6 mois, ça suffisait. Autrement, c'est tous les 4 mois. Mais enfin, si ça va bien, pourquoi aller tous les 4 mois? Waouh. Et donc, Marjolaine, après, il y a des choses quand même intéressantes. Tu fais beaucoup de yoga, donc tu as une connaissance de toi qui est assez exceptionnelle, je pense, aujourd'hui. Tu as débloqué des boulons qui peut-être tu t'étais infligé même toi-même. Complètement. Tu as réussi à libérer tout ça, mais est-ce qu'il y a comme eu un moment donné où est-ce qu'il y a eu un contre-coup quand même? Est-ce qu'il y a un moment donné où tu t'es dit, mais je ne vais pas bien du tout? Tu vois, du sens où aujourd'hui, tu as ton rein qui marche, mais tu prends des médicaments, tu es toujours suivi. Il n'y a toujours pas d'aide psychologique à un moment donné où tu as eu besoin de parler à quelqu'un, de te dire, pour dire, écoutez, c'était une phase
compliqué de ma vie. J'ai compris comment libérer, mais j'ai besoin de le partager avec un professionnel. Non, non, pas forcément. Non. Après, j'ai peut-être fait d'autres choses qui ne sont pas forcément au niveau de la psychothérapie, mais je pense qu'il y a des livres qui m'ont aidée, des lectures qui m'ont aidée, j'ai la chance d'avoir des amis aussi. J'ai peu de vrais amis, mais j'ai des très bons amis avec qui on a beaucoup pu échanger. Je pense que ça fait tout. Il y a des amis qui valent des bons psychologues, je pense. Waouh, c'est magnifique. C'est magnifique. Marjolaine, moi, je suis estomaqué, en fait. Je suis là, je pourrais t'écouter encore pendant facilement des heures et des heures, hein, parce que tu as une énergie tellement solaire et j'ai appris énormément. Et je tiens à te remercier pour toutes ces informations et ce podcast qui a pour moi une très très grande valeur. Parce qu'une personne d'expérience qui parle de choses de la vie, que je pense qu'on pourrait s'en servir plus souvent, tous. Donc, je te remercie. J'étais enchantée. C'était top. Ça me fait plaisir. Pareil.